Je vais y aller de façon peut-être un peu schématique parce que c'est une grosse question, comparer l'ère soviétique, les influences en Afrique avec ce qu'on vit maintenant depuis, disons, les années 2008, est peut-être un peu trop ambitieux comme projet. Et donc, je vais commencer par un constat, c'est-à-dire que les historiens et les politologues, on peut étudier de façon synthétique la présence soviétique. Je parle de partir du cas soviétique. On a des bonnes études régionales sur la Corne de l'Afrique, sur la crise du Congo, sur des travaux sur l'Afrique lusophone, qui était évidemment un point d'intérêt central. Zaki Laïti, dans les années 80, s'est approché d'une synthèse, mais souvent dans des travaux qui étaient plus généralement destinés à la présence soviétique dans le tiers-monde, avec évidemment l'Asie et l'Amérique latine. Donc, c'est un défaut de la recherche, c'est une lacune qu'il faudrait éventuellement combler pour mieux comprendre ce que l'on vit, le retour de la Russie en Afrique depuis, disons, les années 2008, pour parler plus sérieusement. Donc, l'exhaustivité sera un peu hors de ma portée, mais je vais y aller par trois questions. Qu'est-ce que le cas soviétique nous apprend sur la présence russe et ses stratégies dans la période de Medvedev et surtout de Poutine? Quelle est l'importance de ce qu'on pourrait appeler la rupture des années 80-90, du désengagement russe à l'époque de Gorbatchev et de l'absence même de représentation diplomatique dans beaucoup de pays africains à l'époque de Yeltsin, dans les années 90? Et quelle est la part du rejet de l'ordre international tel que formulé progressivement depuis 2007 par la diplomatie de Vladimir Poutine pour comprendre la place de l'Afrique dans cette dynamique. D'abord, je vais y aller simplement, pour ne pas empiéter sur le temps qui m'est alloué, par trois constats. Le premier constat est géographique, c'est-à-dire que on assiste à une présence russe maintenant dans une trentaine de pays africains de différents types, mais qui est plus étendue. Il y a des pays qui ont des accords de coopération énergétique, évidemment le gaz, le pétrole, l'industrie atomique. Une majorité de pays, 26 pays ont des accords, selon mes sources, mais je pense que je suis un peu dépassé. 26 pays ont des accords de coopération militaire, ce n'est pas nécessairement seulement avec des firmes privées, mais avec l'expertise de l'armée russe, des forces armées russes. Et donc, la coopération militaire l'emporte, la coopération énergétique l'emporte, il y a des accords agricoles avec quelques pays, moins d'une dizaine, il y a des investissements russes dans le secteur minier, et il y a un centre de recherche médicale et scientifique en Guinée sur le virus Ebola. Comparativement avec la période soviétique où la présence était plus concentrée dans l'Afrique australe, les anciennes colonies portugaises, et quelques cas de pays qui sont tournés momentanément qui ont pris une orientation soviétique. Il y avait des projets de coopération avec des pays non alignés qui ne penchaient pas dans l'orbite soviétique comme le Nigeria. Et donc, on a maintenant une présence, je dirais, plus vaste, plus variée qu'à l'époque soviétique. Deuxième constat, c'est la prédominance d'intérêts économiques plus pragmatiques qu'à l'époque soviétique. Et comme si on avait appris du contexte des années 80 où le retrait soviétique sous Gorbatchev, que moi j'appelle un peu sarcastiquement une vente de feu, ils sont sortis des pays africains, un tiers avec plus de représentation diplomatique, et des projets qui arrivaient à presque complétion ont été abandonnés, ce qui fait qu'il y a eu des pertes assez nettes dans le commerce des armes avec des clients de longue date, et le retour russe à partir de 2008 s'est fait sous une forme plus pragmatique. On annule de vieilles dettes d'armes pour re-signer des nouveaux contrats avec plusieurs pays d'Afrique du Nord. Et ensuite, c'est des accords de coopération militaire, mais qui se font soit sous
l'égide de Rosa Baron Export, qui est la compagnie d'exportation d'État, ou par les firmes de sécurité privée, qui établissent des partenariats publics-privés, si on peut dire, pour se payer en cas de... Donc, une approche plus pragmatique qui prend en compte le fait qu'il y a eu beaucoup d'espoir à l'époque de Khrouchtchev. Ça a été plus pragmatique à l'époque de Brejnev. Mais quand on s'est retiré par hyper-extension des intérêts soviétiques dans le monde, durant la révolution de Gorbatchev, on a perdu beaucoup et il y a une conscience d'un besoin d'un plus grand pragmatisme par rapport à ce qu'on a fait à l'époque soviétique. Finalement, mon point, je dirais, le plus important, c'est que à l'époque soviétique, je ne vous apprends rien, depuis la fondation du Comintern, il y avait une aide au mouvement de libération nationale. En Afrique, il ne s'est rien fait à l'époque de la colonisation, évidemment. Khrouchtchev a misé sur des pays émergents, le Ghana, l'Égypte de Nasser, le Congo, et pour un peu être déçu, alors qu'à l'époque de Brejnev, même si on le justifiait par une aide au mouvement de libération nationale, on a misé sur des pays qui ont fini par gagner leur guerre civile et s'aligner militairement sur l'URSS. Est-ce qu'on joue sur cet héritage idéologique? Je pense qu'il y a quelqu'un après moi qui va en parler directement. Si on se replace de façon plus précise dans le contexte, le retour à partir de 2008 s'est fait d'une façon pragmatique sans vraiment s'accompagner d'une remise en cause de l'ordre international. C'est des intérêts économiques et militaires qui priment. Sauf, j'apporterai ici une précision, c'est qu'à partir de 2007, la critique de l'ordre international post-guerre froide de Poutine a débuté par le discours de Munich, qui va se durcir à partir de 2011 et se durcir encore à partir de la crise de Crimée et de la crise du Donbass, s'établit dans une remise en cause de l'ordre international et dans la prétention à la Russie de se présenter comme une puissance non impérialiste. Sergei Lavrov, en février au Mali, disait que le monde occidental est raciste et colonialiste et que l'Occident est puissant parce qu'il a pillé l'Afrique et l'Asie. C'est un nouveau discours qu'on retrouve progressivement depuis 2014, mais surtout depuis 2018. Donc, il y a cette... Je vais essayer de synthétiser sous l'angle non pas d'un soft power, mais d'un sharp power. J'ai étudié dans d'autres contextes les politiques d'influence russe qui ont évolué généralement, à partir des années 2010, du soft, de présenter une image positive et de puissance moderne, modernisée, sortie de la crise, vers un sharp power qui est une politique d'influence qui vise à miner les fondements de l'ordre international au profit de la Russie. On le voit en Afrique subsaharienne avec un discours anti-français qui est souvent promu par des blogueurs, des influenceurs, souvent sur la liste de paye de Lobby Invest, qui est la société écran du groupe Wagner, une offensive contre les intérêts des anciennes puissances coloniales. Et on présente aussi son expertise à partir de la guerre de Syrie comme étant efficace pour la lutte contre le djihad. En plus, un des facteurs, on a une certaine absence de paternalisme avoué par rapport aux puissances occidentales. Et comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais me permettre de conclure avec qu'est-ce qui peut arriver maintenant. Posez-moi pas trop de questions sur le groupe Wagner parce que je ne veux pas trop me faire rattraper par l'actualité. Sauf que s'ils sont présents dans 25 pays, 24 pays africains, très probable qu'ils ont plus que 25 000 hommes. Les résultats des opérations militaires en Ukraine vont décider beaucoup de la continuité de l'influence. Il y a un tournant très clair à partir de 2011, mais surtout à partir du conflit de la Syrie. Et donc, la Russie maintenant joue un peu
Si on compare les deux sommets, Russie-Afrique, celui de 2019 à Sochi et celui qui s'en vient, où on veut miser sur des projets de traitement des eaux, sur l'intensification sur un recrutement d'étudiants africains vers les universités en Russie. Je vous rappelle qu'on pense qu'il y a eu à peu près 45 000 diplômés africains de l'université Lumumba depuis les années 60 et un nombre équivalent de ressortissants du Moyen-Orient. Donc, ce qui a créé des réseaux qui expliquent beaucoup de choses dans certains pays. Et donc, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à mes collègues.